baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Yes! Il reste plus qu'à trouver quelqu'un qui accepte de me payer un bon gueuleton, ça peut devenir la meilleure soirée de ma vie, cette affaire. Alors, j'aime bien le tournant que c'est en train de prendre. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. L'exploration des liens entre la tristesse et la joie, ou la joie et la tristesse, dans les films est fascinante, car ces émotions sont souvent contradictoires, mais se retrouvent entremêlées de manière complexe, subtile ou significative. Nous ne prenons souvent conscience de notre joie qu'après coup, souvent partagée avec un ami ou la nature. La joie est liée à la mélancolie. Sa disparition révèle sa présence, la tristesse et la joie se façonnent mutuellement. Le cinéma reflète cela. La joie d'un film se remémore après le visionnage, incitant parfois à le revoir. Les films restent constants, mais notre perception change à chaque visionnage, révélant de nouveaux éléments. La joie de revoir un film réside dans la volonté de renouveler l'expérience ou de découvrir des aspects invisibles auparavant. Le cinéma permet de chercher et de fixer cette joie éphémère, la rendant accessible et diffusable. Cependant, revivre sa joie plutôt que de la ressentir pose des questions sur le statut de l'image rediffusée. Pourquoi revoyons-nous ces moments connus comme un but au football ou des scènes de films classiques ? La joie est méconnaissable et tenter de la fixer pour la revivre est une erreur. Le cinéma ne capture pas des valeurs à restituer, mais crée des interstices de joie incompréhensibles, un mystère qui se manifeste entre les plans. Breaking Bad évidemment est l'un des meilleurs exemples pour montrer cet aspect-là, surtout dans des petits détails. Obligé de vous en parler tellement les calculs de cette série sont corrects et bien ciblés. Si l'on va d'abord dans une analyse beaucoup plus large concernant Breaking Bad, les moments de joie peuvent créer une illusion de normalité ou de rédemption, permettant aux personnages et au public de croire que tout pourrait s'arranger. Cette illusion est souvent brisée de manière brutale, accentuant la tristesse. Par exemple, les moments familiaux de Walter avec sa famille offrent une façade de normalité qui contraste fortement avec sa vie criminelle. Mais aussi les moments de joie sont utilisés pour souligner les thèmes de la série, tels que l'actualité de la nature humaine et les conséquences des choix moraux. La joie de Walter lorsqu'il réussit en tant qu'Heisenberg est toujours teintée de la connaissance des sacrifices et des actes moraux qu'il a commis, renforçant le thème de la corruption morale. Si je dois aller dans les détails et vous présenter des extraits de la série pour vous montrer cet aspect-là, en plus large, je vous donnerai comme exemple la scène où Walter White annonce à sa famille qu'il est en rémission de son cancer, ce qui peut en soi procurer une certaine joie aux spectateurs et aux personnages présents dans la série. Sweetheart, you're right. It's very good news. It's very good news. Oh my God! Are you kidding me? Just when I tried to get out, they pulled me back in! La famille de Walter exprime une joie immense, mais pour Walter, cette nouvelle est empreinte de tristesse, car il se rend compte qu'il a fait des choix irréversibles pour devenir un criminel, et pour rien. Sa maladie avait justifié ses actions criminelles, et sans cette justification, il est obligé de confronter les horreurs de ses actes. D'autant plus qu'il n'aura plus d'excuses de faire cela pour se sentir vivant. Tout ça, c'est qu'une analyse globale qui a déjà été faite maintes et maintes fois sur YouTube. Mais moi, ce que j'aimerais vous apporter dans cette analyse-là, et ce que peut-être vous verrez beaucoup plus dans les films que vous regarderez, c'est cet impact de la joie, juste avant, qui va augmenter la colère de Walter. D'autant plus que l'acteur qui incarne Walter White est très bon, l'événement de joie juste avant augmentera cette émotion et la qualité de cette scène de colère. Pour conclure avec Breaking Bad, on pourrait parler de tous les petits moments subtils et c'est ça que j'aurais voulu mettre plus en avant, mais malheureusement j'ai pas grand chose à dire là-dessus à part vous montrer plein d'images
Dans ces moments subtils, je vois ces moments où Walter est en slip en train de créer de la meth et c'est le prof qui vient de péter un câble. C'est des moments qui donnent ce petit rictus et d'incompréhension, des moments loufoques qui permettent de détendre le spectateur, de donner pas forcément de la joie. C'est vrai que le titre était compliqué à trouver, mais c'est pas forcément de la joie, mais ça nous donne un rictus. Et ça, on le retrouve aussi dans des moments ultra importants, notamment le dîner entre Skyler, Walter et Jesse, où Jesse est très gêné, il sait pas trop ce qu'il fait là, il pose des questions un peu bêtes. Bah nous, ça nous donne envie d'avoir ce petit rictus, et ça détend entre guillemets l'atmosphère en voyant ce Jesse désemparé. C'est pas normal, ça, à ton âge, chez les vieux qui s'endorment comme ça, normalement. Même ta mère, elle tient debout, rien à ça. Vous êtes 23h30, là, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Vous êtes bien sa mère, hein, je me trompe pas. Oui, oui. Ouais, je me méfie, hein, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit hein, sur ces sujets aujourd'hui. On voit des couples un peu bizarres hein, à notre époque. Vous voyez à qui je fais allusion? Yannick est un pur exemple de cet axe d'écriture. Et je vous conseille fortement d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. C'est un film qui vaut largement le coup. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu un seul des films qui vont suivre dans cette vidéo, je vous conseille d'aller les voir avant et ensuite de revenir sur ma vidéo. Il n'y aura eu qu'une série dans cette vidéo. Une série, je vais pouvoir en parler énormément, pouvoir vous donner des détails. J'ai considéré d'ailleurs que Breaking Bad était une série assez connue pour vous en parler et c'est pour ça aussi que je me suis permis de donner beaucoup de détails. J'ai essayé aussi de pas forcément donner de spoil, ce qui était beaucoup plus simple sur une série. Pour le coup, les films, si je veux aller dans le détail, je vais être obligé de vous spoil sur certaines parties, et ce pourquoi il faut aller voir ces films avant de regarder ma vidéo, et de toute manière, je pense que ça peut que vous apporter de très bons films. Yannick nous révèle, malgré sa première face, un film tout du long humoristique cachant une tristesse profonde qui se révélera petit à petit. Les moments de joie illustrent l'espoir et la motivation de Yannick à réaliser son rêve. Chaque petite victoire ou instant de bonheur met en lumière ce qu'il pousse à continuer malgré les obstacles. Cependant, ces moments mettent aussi en évidence les sacrifices qu'il doit faire, accentuant la tristesse lorsqu'il réalise ce qu'il a perdu en chemin. La joie momentanée crée un contraste émotionnel fort avec les moments de désillusion et de tristesse. Lorsque Yannick atteint une étape importante dans sa carrière, la joie qu'il ressent est rapidement suivie par la prise de conscience des relations et des moments de bonheur qu'il a sacrifiés, rendant la tristesse encore plus poignante. La joie crée une anticipation et une tension, car le public sait que dans les films de Dupieux, ces moments de bonheur sont souvent de courte durée. Cette anticipation de la prochaine chute rend les moments de tristesse plus intenses et affecte profondément le spectateur. Et même sans connaître les films de Dupieux, on sait très bien que la situation de Yannick n'est pas bonne pour lui et que tout cela va pas bien se terminer. Cette situation renforce chaque instant de joie, car on veut y rester et on veut prendre le même plaisir que prend Yannick à faire ce qu'il est en train de faire. On a de l'attachement, on comprend sa personne, et plus on avance, plus on a envie qu'il réalise son rêve. Les moments de joie sont utilisés pour accentuer le thème du film, comme la quête du rêve et le prix du succès. La joie que Yannick ressent en atteignant ses objectifs met en lumière le contraste avec la tristesse de perdre les relations importantes et des moments de bonheur personnel, soulignant le coût émotionnel de sa quête. Yannick m'a énormément touché de par son vécu et sa personnalité. Cette personne mise à part, plutôt seule de ce qu'on comprend, sera mise cette fois-ci au devant de la scène. T'as vu un peu? Qu'est-ce que t'en pensais avant que j'intervienne? Ça te plaisait ou? Non, pas trop, bof. Ah, ça me rassure, merci. C'était pas bien, on est d'accord? Mais les acteurs sont pas mal quand même, je trouve. Ils sont pas mal. Ouais. Attends, il doit être super fort, tes cachets, là. C'est quoi? Ça te déforme complètement ta perception de la réalité, quoi. T'es défoncé, en fait. Vas-y. Puis au marmaille. Puis au marmaille. Vas-y, toi. Blanche Jardin. Blanche Jardin. Vas-y. Sébastien Chassagne. Non. Dans. Yannick. 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 Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment, là, cette histoire. D'accord?
As we get started with the section, remember that the things that you are writing down Comment peut-on avoir de l'attachement face à un extraterrestre ? Eh bah, Steven Spielberg a réussi sa mission. Grâce à son film, on explore de manière touchante les interactions entre la joie et la tristesse à travers l'histoire d'un jeune garçon, Elliot, et de son ami l'extraterrestre. Le film atteint un point culminant de tristesse lorsque E.T. tombe gravement malade. Elliot est désespéré et la tristesse est palpable, non seulement chez lui, mais aussi chez ses frères et sœurs qui se sont attachés à E.T. et pourtant apeurés auparavant. Malgré cette tristesse, il y a des moments de soulagement et de joie temporaire, comme lorsqu'E.T. montre des signes de guérison, ou lorsque les enfants réussissent à échapper aux autorités pour aider leur ami. La relation entre Elliot et E.T. se développe rapidement. Remplis de moments de joie partagés, ils apprennent l'un et l'autre, s'amusent ensemble et vivent des expériences merveilleuses, comme le vol en vélo. Cette joie renforce leur lien et donne à Elliot un sentiment de camaraderie et d'appartenance. L'expérience avec E.T. permet à Elliot de grandir émotionnellement. La tristesse qu'il ressentait au début du film est partiellement guérie par la joie et l'amour qu'il a partagé avec son ami l'extraterrestre. E.T. au cours du film sera humanisé par ses petits moments de joie ou ses petits moments d'innocence. Un peu comme un petit enfant qu'on voit grandir au même rythme que Elliot, E.T. nous crée de l'attachement de par son humanité et sa manière d'aborder les choses comme un bébé qui pourrait chercher un sens à ce monde. En somme, E.T. l'extraterrestre illustre magnifiquement comment la joie et la tristesse sont profondément interconnectées. Elles se succèdent et se transforment. Chacune influence et modifie l'autre. La joie que l'on ressent peut atténuer la tristesse et vice-versa, créant une expérience émotionnelle, riche et nuancée. Si j'ai voulu vous parler d'E.T., c'est bien pour cette raison, c'est que cette cohérence entre la joie et la tristesse peut créer un attachement sur un extraterrestre par exemple, ce qui est assez improbable et pourtant réussi. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du Fuck you. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes. Car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante. Sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
Comment ne pas parler du tarantinesque dans cette vidéo et ne pas parler de cette joie que j'ai eue à voir cet enfoiré se faire défoncer dans le boulevard de la mort, ou bien rire sur l'une des morts de Pulp Fiction, et franchement j'en passe et je ne pense pas être le seul à avoir ressenti ce genre de choses. Considérer que le rire, le loufoque ou quelque chose qu'on a plaisir à regarder est pour moi une forme de joie qui est transmise par le réalisateur. Le mot joie est fort, je vous l'accorde, mais ça vous procure malgré tout une sorte d'amusement à ne pas ignorer. Le style tarantinesque, caractérisé par ses éléments distinctifs tels que les dialogues vifs, la violence stylisée, la narration non linéaire et les références culturelles peuvent avoir un impact significatif sur l'humeur du spectateur, en particulier en jouant avec la dualité entre la joie et la tristesse. Tarantino arrive très bien à créer de l'humour dans des situations sombres. Les dialogues pleins d'esprit et souvent comiques, même dans des situations sombres, peuvent provoquer le rictus ou des éclats de rire. Par exemple, dans Pulp Fiction, la scène où Vincent et Jules discutent de sujets banals et hilarants juste avant une violente fusillade crée un contraste saisissant. La légèreté du dialogue atténue la gravité de la situation, générant un sentiment de joie malgré le contexte sombre. De par la narration non linéaire et les rebondissements inattendus, Tarantino maintient l'intérêt et la curiosité du spectateur, créant une excitation et une anticipation qui peuvent neutraliser les sentiments de tristesse. Les personnages bien développés, avec leurs défauts et leurs forces, permettent aux spectateurs de s'attacher à eux. Voir ces personnages traverser des moments difficiles et triompher peut générer de la joie et de l'empathie, adoucissant la tristesse. La violence dans les films de Tarantino, bien que choquante, est souvent stylisée de manière à créer une expérience cathartique. Cette libération émotionnelle peut transformer la tristesse en sentiment de soulagement ou de satisfaction. En conclusion, Tarantino a créé un style à part entière, une sorte de défouloir pour les spectateurs ainsi que le réalisateur. Il nous offre un mélange unique d'humour, de violence stylisée, de narration inventive, de personnages complexes et de musique électrique. Il nous offre une expérience émotionnelle riche et nuancée, et tout cela en mêlant de manière inattendue et souvent simultanée la joie et la tristesse. Tarantino réussit à transformer des situations potentiellement déprimantes en des moments de plaisir et de catharsis. Cela illustre cet exutoire et cet enrichissement émotionnel que peut nous offrir le cinéma. Pas difficile à comprendre. À partir d'aujourd'hui, je me range, je m'arrête. Oh, Pas de blasphème. nom de Dieu de merde. Arrête ça tout de suite. Mais tu déjantes là où tu nous fais un vrai cinoche. En tout cas, je parle à Marcellus ce soir. C'est mieux comme ça. Ouais, et tu lui expliqueras pourquoi. Ah ouais. Moi je te parie 10 plaques qu'il va bien se marrer. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Marvin. Et toi mon gars, qu'est-ce que t'en dis? Moi, vous savez, j'ai aucune opinion. Arrête tes conneries, t'en as forcément une. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté... Oh le con, Vincent, mais t'es malade! Merde, quelle chérie. Oh putain, le con, j'ai buté Marvin. Mais pourquoi t'as fait ça, putain? Mais je sais pas, c'est un accident. Eh ben des trucs de malade, j'en ai vu un paquet, mais là... Arrête quoi, merde. Pourquoi penses-tu que je t'ai balancé une chaise, Niman? J'en sais rien. Si, tu le sais. Le tempo? Est-ce que tu fonçais ou est-ce que tu traînais? Dans Whiplash, la tristesse joue un rôle crucial sur la joie finale. La tristesse d'Andrew provient de son désir profond de devenir un grand batteur. Mêlé à la pression immense exercée par son professeur Terence Fletcher, Fletcher utilise des méthodes abusives et cruelles, créant des moments de profonde tristesse et de désespoir pour Andrew. Cette souffrance devient un moteur puissant qui pousse Andrew à travailler plus dur et à surmonter les obstacles. Les moments de tristesse, comme l'échec humiliant lors de la compétition ou les sévères critiques de Fletcher, mettent Andrew face à ses limites. Ces épreuves lui permettent de développer une résilience qui renforce son caractère et sa détermination. La tristesse vécue lors de ces échecs rend la réussite finale beaucoup plus gratifiante. En réalité, en surmontant la tristesse et les défis imposés par Fletcher, Andrew atteint une forme d'acceptation de lui-même et de son parcours. La joie finale n'est pas seulement liée à la reconnaissance extérieure de son talent, mais aussi à une validation intérieure de ses efforts et de sa résilience. En somme, dans Whiplash, la tristesse et les moments difficiles vécus par Andrew sont essentiels pour
pour construire une joie finale, qui est profondément cathartique et significative. Cette dynamique illustre comme les émotions négatives peuvent, par leur dépassement, conduire à des moments de triomphe et de satisfaction intense. En dehors de la rivalité qu'oppose Andrew face à Fletcher, Andrew est en réalité en combat permanent avec lui-même. Certes, il y a toute une violence qui est créée par Fletcher, mais la violence de Fletcher n'est en réalité qu'une image. L'image de la violence que nous pouvons nous procurer lors des moments où nous souhaitons nous surpasser. La tristesse d'Andrew ressentie au cours de son parcours l'amène à une introspection profonde. Il doit faire face à ses propres démons, ses doutes et ses peurs. Cette transformation intérieure est essentielle pour le développement personnel et artistique. La joie finale n'est pas seulement le résultat d'un succès technique, mais aussi d'une évolution personnelle significative. Cette violence que Andrew subit tout au long du film nous offre cette compassion et cette envie de réussite pour Andrew afin qu'il batte enfin Fletcher et lui prouve qu'il est meilleur qu'il le pense. Cela nous amène donc dans la mentale de base d'Andrew qui est de se surpasser. Une fois la réussite d'Andrew, cela peut nous procurer des larmes, mais pas des larmes de tristesse dues à tout ce qui a pu se passer, mais bien des larmes de joie ou de libération.
Dans le Joker, la tristesse joue un rôle central dans la transformation du personnage principal. Arthur vit une série de tragédies et de souffrances tout au long du film. Il est confronté à l'isolement social et à des abus physiques et verbaux, et à une profonde négligence de la société. Cette accumulation de tristesse et d'injustice alimente sa frustration et son ressentiment. Arthur luttera pour trouver sa place dans un monde qui semble indifférent à sa souffrance. Sa différence et son incapacité à se connecter avec les autres augmentera sa tristesse. Cette quête d'identité et d'acceptation est au cœur de son parcours, le poussant vers des comportements de plus en plus erratiques. Les multiples déceptions et les révélations douloureuses, notamment par ses origines et sa relation avec sa mère, précipitent l'effondrement psychologique d'Arthur. Cet effondrement est marqué par une intensification de sa tristesse qui atteint un point de non-retour, ce qui révélera pleinement l'identité du Joker. La transformation d'Arthur en Joker est une réponse cathartique à la tristesse et à la douleur accumulée. En adoptant cette nouvelle identité, il trouve une forme de libération et de puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. La tristesse est transformée en une sorte de joie libératrice. La scène finale du film montre Arthur, désormais Joker. Dans un état de joie dérangeante, cette joie découle de son acceptation totale et de sa nouvelle identité et de sa rupture avec les normes sociales. Pour lui, la violence et le chaos deviennent des moyens d'expression et d'affirmation de soi, transformant sa tristesse en une forme de joie déviante. L'ensemble de la tristesse intense vécue par Arthur et sa transformation en Joker crée une expérience émotionnelle complexe pour le spectateur. La joie finale ressentie par le personnage est teintée de noirceur et de folie, soulignant les thèmes de désespoir et de révolte qui traversent le film. En résumé, dans le Joker, la tristesse d'Arthur est le catalyseur de sa transformation en Joker. Cette tristesse profondément enracinée dans son expérience de la vie et de la société est transmutée en une forme de joie dérangeante et libératrice. La complexité de cette transformation illustre comment des émotions négatives peuvent, par processus cathartique, aboutir à une nouvelle forme d'identité et de satisfaction. Le spectateur est plongé dans cet univers, a de la compassion pour ce personnage ayant été traumatisé dans son passé et même dans le présent. Ce qui, pour le spectateur, peut être excusable. Pourtant, les actes d'Arthur faisant de lui le Joker ne sont pas sains. Mais sa manière de se révolter fait changer d'avis le spectateur. Et sa manière de cibler la société qui est mauvaise peut faire référence à notre présent. Ce qui peut donner une envie de révolte au spectateur et peut même donner une acceptation à la finalité. La première règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». Nous allons briser cette première et deuxième règle pour parler du Fight Club. Dans Fight Club, la tristesse joue un rôle fondamental dans le développement et la transformation du personnage principal. Cette tristesse impactera finalement la joie ou le sentiment de libération que le personnage ressentira à la fin du film. Le narrateur commence le film dans un état de dépression profonde et de tristesse. Sa vie est marquée par une insatisfaction chronique, une insomnie persistante et un vide profond. Il est aliéné par son travail sans âme et par une société consumériste qui ne lui apporte aucune véritable satisfaction. Sa tristesse le pousse à chercher un moyen d'échapper à son malaise. Il trouve initialement un réconfort temporaire en fréquentant des groupes de soutien pour diverses maladies, où il peut exprimer ses émotions et ressentir un semblant de connexion humaine. La rencontre avec Tyler représente un tournant majeur. Tyler incarne tout ce que le narrateur aspire à être, charismatique, libre et rebelle. Ensemble, ils créent le Fight Club, un lieu où les hommes peuvent exprimer leur frustration et leur colère à travers une violence physique, ce qui offre au narrateur une évasion de sa tristesse et de son vide intérieur. Tyler prône la destruction des attaches matérielles et des conventions sociales pour atteindre une forme de liberté. Cette philosophie de la destruction est une réponse directe à la tristesse et au désespoir du narrateur. En se libérant des possessions matérielles et en embrassant le chaos,
il commence à ressentir un sens de renouveau et de libération. Le narrateur découvrira finalement que Tyler est une projection de son propre esprit, une manifestation de ses désirs refoulés et de son besoin de se libérer de son mal-être. Cette révélation est à la fois traumatique et éclairante, forçant le narrateur à confronter la source de sa tristesse et à intégrer ces aspects de sa personnalité. À la fin du film, le narrateur parvient à tuer Tyler, affirmant ainsi sa propre volonté et intégrité. La destruction des immeubles symbolise la destruction des structures oppressives de la société moderne. Main dans la main, avec Marla, il observe le chaos avec un sentiment de calme et de résolution. Ce moment de joie final est en réalité une libération profonde de sa tristesse. En résumé, dans Fight Club, la profonde tristesse que ressent notre personnage principal l'amènera à résoudre sa tristesse. Combattre le mal par le mal est la définition de Fight Club. Chacun à sa manière, on a tous rêvé de notre liberté. Fight Club nous offre sa liberté, sa manière d'être en vie. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence.